Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de l'utilité cardinale dans ce module de microéconomie qui est un cours basé sur le programme de microéconomie de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bamako. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir, comme je le disais tantôt, sur le chapitre la théorie du consommateur, mais comme la théorie du consommateur est bâtie autour de deux grandes théories, la théorie de l'utilité cardinale et la théorie de l'utilité ordinale, nous allons nous appesantir aujourd'hui sur celle de l'utilité cardinale. Quelles sont les hypothèses liées à cette théorie et pourquoi cette théorie est importante afin de pouvoir comprendre un peu tout le comportement du consommateur ainsi que les agents économiques que nous qualifions de rationnels. Et sans plus tarder, nous passons au point qui est important de notre discussion, à savoir l'utilité cardinale. L'utilité cardinale s'oppose à l'utilité ordinale, parce que l'utilité cardinale est une conception qui permet de dire ou d'accepter qu'il est possible de mesurer la quantité, de mesurer la satisfaction que peut ressentir un consommateur à la suite de la consommation d'un bien ou d'un service. Et cette utilité cardinale s'oppose à l'utilité ordinale qui est basée le plus souvent sur un ranking, c'est-à-dire qu'une fois que les consommateurs consomment, il leur est possible maintenant de classer leur utilité et en fonction du classement qu'ils peuvent faire, ils peuvent maintenant ils peuvent tirer les conclusions par rapport aux biens qu'ils préfèrent ou aux biens qu'ils ne préfèrent pas. Tandis que ici, cette utilité cardinale permet d'attribuer des valeurs cardinales, comme son nom l'indique, à des utilités et en fonction de ça, permettre d'établir des ordres de grandeur en termes de préférence. Et comme je le disais, la préférence vient normalement avant l'utilité, parce que l'utilité, on a une utilité après avoir utilisé un bien ou après avoir consommé un bien ou un service. Et avant de consommer un bien, il faut normalement le choisir. Et d'ailleurs, c'est ça la définition de la préférence. La préférence, par définition, ce n'est autre chose que le choix révélé du consommateur. Et comme nous sommes dans une théorie de l'utilité cardinale et que nous sommes appelés à parler de la théorie, on va maintenant mettre en place les éléments qui peuvent nous permettre d'arriver à la mise en place de toute l'ossature de notre discussion à travers des hypothèses relatives à la préférence. En d'autres termes, nous allons échafauder des hypothèses qui permettent de baliser le terrain pour la suite de notre analyse. Et pour baliser ce terrain, nous devons parler de trois hypothèses, mettre en place trois hypothèses relativement à la préférence du consommateur. La toute première hypothèse est celle de la comparaison. C'est-à-dire que quand le consommateur va faire son choix, ça veut dire que quand il va préférer un bien ou un service, on va faire l'hypothèse que le consommateur ne peut faire que trois possibilités. Il ne peut qu'aller vers trois possibilités. Soit il dira qu'il préfère le bien 1 au bien 2, soit il dira qu'il préfère le bien 2 au bien 1, soit il dira qu'il est indifférent entre les deux biens. Donc il n'y a pas une quatrième possibilité ou une énième possibilité. Ce sont les trois possibilités auxquelles le consommateur fait face. Et ce sont ces trois possibilités qui sont résumées à travers cette hypothèse que nous voyons là, l'hypothèse de la comparaison. Et c'est ce que nous voulons, par exemple, si le consommateur doit choisir entre le café et le thé, il dira soit il préfère le café au thé, soit il préfère le thé au café, soit il est indifférent entre les deux, donc il n'y a pas une autre possibilité qui lui est offerte dans cette théorie. Et la deuxième hypothèse est liée toujours à la transitivité. La transitivité suppose quoi? Que si le consommateur a en face plusieurs biens à choisir,
S'il choisit, il préfère le bien 1 au bien 2, et qu'il préfère aussi le bien 2 au bien 3, nous faisons l'hypothèse, nous faisons la conclusion qu'il va préférer le bien 1 au bien 3. Et cette hypothèse, elle est hyper importante parce qu'elle permet maintenant de circonscrire le comportement du consommateur afin qu'il n'y ait pas de désordre dans son choix. Parce que imaginez que un consommateur dise qu'il préfère par exemple le café au thé, et après quand on va lui présenter le thé au lait, qu'il dise qu'il préfère le thé au lait, et après qu'il dise qu'il préfère le café au lait, donc ça pose un problème d'analyse. Et pour éviter de telles analyses, nous mettons l'hypothèse que s'il préfère le café par exemple au thé, par exemple comme vous pouvez le voir, quand il dit qu'il préfère le café au thé, ce qui veut dire qu'il va préférer, en disant aussi qu'il préfère le thé au lait, logiquement, on va conclure qu'il va préférer en ce moment le café au lait qui est là. Et donc ça, c'est l'hypothèse de la transitivité. La toute dernière hypothèse qui permet de baliser le terrain pour notre discussion est celle de l'hypothèse de la réflexivité. Et là, nous faisons appel à des arguments mathématiques, comme avec la transitivité d'ailleurs. La réflexivité veut dire simplement que tout élément en mathématiques, si on veut parler purement mathématique, que tout élément est relié à lui-même. Et donc, cette hypothèse, nous l'utilisons dans notre théorie pour dire simplement que le consommateur peut toujours relier le bien qu'il préfère au précédent bien qu'il avait choisi. En d'autres termes, il reconnaîtra toujours le bien qu'il avait choisi au préalable. Quand on refait la même proposition n fois, il est capable de reprendre toujours le même choix. Ça aussi, c'est une hypothèse hyper importante pour encadrer davantage le choix du consommateur. Et donc, nous avons ici les trois hypothèses liées à la préférence du consommateur, et nous passons maintenant à un niveau encore un peu plus soutenu en termes d'hypothèses, et nous allons mettre des hypothèses sur la psychologie du consommateur. C'est-à-dire que la psychologie du consommateur, c'est comme si on entre dans le cerveau du consommateur, on essaie maintenant de voir comment il va réagir dans l'environnement économique, si on le met dans l'environnement économique. Cela nous permet maintenant de cadrer davantage son comportement. Et là aussi, on a trois hypothèses comme la précédente fois. Et la première hypothèse est liée à l'égoïsme. C'est-à-dire que nous allons faire une hypothèse assez rigoureuse que le consommateur n'est pas altruiste, qu'il ne s'occupe que de lui. C'est-à-dire que quand il a des choix à faire, il n'intègre pas les sentiments des autres. Il s'occupe de sa propre situation et il fait son choix en ne tenant compte que de lui seul. Et donc, l'altruisme ne fait pas partie de son vocabulaire quotidien. Et la deuxième hypothèse est la non-saturation. Cette hypothèse aussi, nous la formulons dans cette théorie pour dire simplement que le consommateur, quand il préfère un bien, il préfère toujours avoir le maximum de quantité de bien de ce bien. C'est-à-dire que si on lui propose deux paniers, par exemple, un premier panier dans lequel il a le bien qu'il aime, il a, par exemple, 8 unités du bien qu'il aime, et un second panier, il a 20 unités du bien qu'il aime, ou toujours le même bien. Il va, en vertu de cette théorie de la non-saturation, il va toujours choisir le panier qui en contient 20 unités de bien. Et la dernière hypothèse liée à la psychologie, c'est la convexité de sa préférence. Et nous faisons appel à la théorie, au concept mathématique à ce stade, à travers cette notion de convexité, pour dire simplement que le consommateur, quand il préfère des biens dans son panier en ce moment, il va vouloir toujours avoir un panier mélangeant à un panier à biens unique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que lorsque le consommateur il aime plusieurs biens, il lui est plus préférable de choisir un mélange de ces biens, c'est-à-dire un panier dans lequel il y a un peu de tout de ces biens,
qu'est d'avoir un panier dans lequel il n'y a qu'un seul bien qu'il aime. Nous pouvons prendre l'exemple suivant en disant simplement que si par exemple un consommateur il aime les mangues, les bananes, les oranges en même temps, et il préfère les avoir tous que d'avoir seulement les bananes seules ou les mangues seules ou les oranges seules. Et c'est cette hypothèse en réalité de la convexité qui permet d'asseoir un peu cette assise théorique et cette assise pratique dans notre réflexion théorique. Et voilà en réalité, c'est comme à ce stade, nous connaissons maintenant qu'est-ce que le consommateur, comment il réfléchit, comment il fait ses choix. Nous avons toutes les hypothèses relatives à sa préférence, celles aussi relatives à sa psychologie. Maintenant, on suppose qu'il est maintenant apte à choisir. Maintenant, s'il choisit, il utilise le bien ou le service. L'utilisation du bien ou du service lui procure quoi en ce moment? L'utilisation du bien ou du service lui procure ce que nous voyons là, l'utilité. Et là, l'utilité, c'est quoi par définition? L'utilité, c'est la capacité qu'a un bien à satisfaire, un bien ou un service à satisfaire un besoin, ou encore la satisfaction que le consommateur retire en consommant ou en utilisant un bien. Et c'est ça l'utilité. Mais il y a plusieurs formes d'utilité. C'est-à-dire il y a deux grandes formes. Il y a la forme d'utilité totale et la forme d'utilité marginale. Mais tout en gardant en tête que l'utilité n'est autre chose que la capacité dont dispose la capacité d'un bien à satisfaire un besoin ou encore la satisfaction ressentie par le consommateur quand il utilise un bien ou un service donné. Et cela va nous permettre de dire, bon, dans l'optique de rendre encore la science économique beaucoup plus comme une science pure, les théoriciens de l'époque, à savoir ceux qui ont été à la base de cette théorie, l'école marginaliste, ils ont donné une utilité, une unité de mesure au degré de satisfaction, même si on peut être sûr qu'il est très difficile de mesurer le degré de satisfaction qu'un individu peut avoir à la suite de la consommation d'un bien ou un service, mais en sciences économiques, l'unité de mesure de l'utilité, à savoir le degré de satisfaction qu'on a par exemple quand on consomme une mangue ou quand on conduit sa moto Jakarta, cette unité est l'utile. L'utile est l'unité de mesure du degré de satisfaction. Et là, nous allons revenir un peu encore dans nos prochaines discussions sur ce concept-là. Et maintenant, nous passons à la fonction d'utilité. La fonction d'utilité, en réalité, c'est quoi? Comme toute fonction, une fonction crée une relation entre deux éléments. Donc la fonction d'utilité, ce n'est autre chose que la relation entre le degré de satisfaction, qui n'est autre chose que l'utilité ressentie, et la quantité du bien ou du service consommé. C'est comme si vous commencez à consommer des morceaux de gâteau. Donc il va y avoir une relation directe entre la quantité de gâteau consommé et le degré de satisfaction ressenti. Et cette relation-là, c'est elle que nous appelons fonction d'utilité. Exemple, comme je le disais, l'existence de lien entre la quantité de gâteau consommé et le niveau d'utilité consommé, et c'est ce que nous appelons la fonction d'utilité. Et comme je le disais précédemment, l'utilité totale et l'utilité marginale sont les deux principaux concepts de cette théorie, surtout la partie liée à l'utilité cardinale. Et qu'est-ce que c'est l'utilité totale et qu'est-ce que c'est l'utilité marginale? Nous allons revenir, pour les comprendre, nous examinons un peu cette matrice que j'ai produite là. Et dans cette matrice, nous voyons, comme vous pouvez le constater avec moi, dans cette première colonne, nous avions mis les morceaux de gâteau. Dans la deuxième, l'utilité apportée par chaque morceau de gâteau consommé. Et dans cette dernière colonne, nous avions mis les différentes utilités. Et donc, nous constatons que dans la première colonne, comme vous pouvez le constater là, par exemple, quand le consommateur ne consomme pas de gâteau, cela veut dire qu'il n'a pas d'utilité, c'est que logiquement, on peut considérer que l'utilité est nulle. Mais supposons, faisons l'hypothèse qu'il est en ce moment
consommer cette unité de gâteau. Et derrière, cela va lui apporter comme utilité totale pour cette unité 53 utiles. Et l'utilité apportée par toute cette unité n'est autre chose qu'en réalité aussi que 53. Mais s'il consommait 2 unités du gâteau, il va avoir 101 unités d'utilité en utile bien sûr. Et cette deuxième unité lui apporte ce que nous voyons là, 48 utiles. Et ainsi de suite jusqu'au 6e morceau de gâteau qu'il va consommer. Et là, nous constatons que quand il va consommer 6 morceaux de gâteau, l'utilité totale procurée à la fin de sa consommation est estimée à 218 utiles. Mais nous constatons que le dernier dans ce cas, bien sûr, on peut continuer avec l'analyse, mais le dernier dans ce cas, l'utilité qui lui est apportée est de 14 utiles. Donc, nous constatons à partir de ce tableau que l'utilité totale est obtenue à la suite de... C'est comme si on fait la somme des utilités partielles, par exemple ici. Et l'utilité partielle, qu'on va appeler en ce moment l'utilité marginale, n'est autre chose que l'utilité qui est apportée à l'utilité totale par la consommation d'une unité supplémentaire. Vous constatez avec moi ici dans la matrice, dans ce tableau, que quand il quitte de un morceau pour venir à 2 morceaux, son utilité va quitter de 53 utiles pour venir à 101 utiles. Mais on constate que le premier morceau, en réalité, lui apporte combien? 53 utiles, tandis que le second morceau, le gâteau, lui apporte 48 utiles. Ce qui fait que la somme des 2 utiles donne forcément les 101 comme niveau d'utilité. Et donc, à partir de là, nous pouvons dire simplement que l'utilité totale n'est autre chose que l'utilité qui est acquise à la fin de la consommation d'un bien, en faisant la somme des utilités partielles ou encore la somme des utilités marginales, tandis que l'utilité marginale, par définition, va être comme l'utilité qui est apportée par la consommation d'une unité supplémentaire, l'utilité qui est apportée par la consommation d'une unité supplémentaire à l'utilité totale. Donc, une fois que nous balisons ces 2 concepts d'utilité, nous pouvons maintenant être tentés de voir dans quel sens, en termes de sens de variation, les 2 utilités varient. On peut par exemple voir que si nous revenons encore à notre matrice, qu'il y a une corrélation positive entre, on peut le voir là, vous voyez là, il y a une corrélation positive entre le niveau d'utilité, la quantité de bien consommé qu'on voit là, voilà, et le niveau d'utilité. On constate quoi? On constate que ce niveau d'utilité augmente au fur et à mesure que la quantité consommée augmente, mais qu'il y a une corrélation inverse entre la quantité de biens consommés et le niveau d'utilité apporté par chaque unité supplémentaire. Donc, on arrive à la conclusion que l'utilité totale est une fonction croissante de la quantité consommée, tandis que l'utilité marginale est une fonction décroissante. Ce qui suppose quoi? Qu'au fur et à mesure qu'on consomme un bien, notre utilité va augmenter, l'utilité totale, mais par contre, chaque unité supplémentaire va apporter moins d'utilité à l'utilité totale. C'est ce qui explique, par exemple, quand nous revenons, par exemple, à la 5e unité de gâteau, elle apporte 25, tandis que la 6e apporte 14. Mais nous constatons que l'utilité totale, quand le consommateur va consommer 5, le consommateur aura une utilité totale de 204 utiles, alors qu'il va se retrouver, et en même temps, l'utilité va augmenter à 218, mais pendant que l'apport des unités supplémentaires est en train de baisser, parce qu'avec 5, le 5e unité ne lui apporte qu'en réalité 25, tandis que le 6e lui apporte 14. Donc, vous devez garder ça à l'esprit, que l'utilité totale est une fonction croissante de la quantité consommée, tandis que l'utilité marginale, à savoir l'utilité qui est apportée par la consommation de chaque unité supplémentaire, est une fonction décroissante de la quantité totale d'utilité. Alors,
Maintenant, l'économie est une science sociale, mais qui s'appuie plus sur les maths. Donc, on utilise forcément des éléments de mathématiques pour essayer de cerner tout ce que nous venons de dire. Et nous le voyons à travers ce coin du matheux, que la fonction d'utilité, comme on a dit que c'est une relation entre la quantité de satisfaction obtenue, et puis, ou sinon ressentie, et la quantité de biens ou des biens consommés, nous pouvons établir cette fonction mathématique si par exemple le consommateur ne consomme qu'un seul bien. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ici, là, comme vous pouvez le voir, que le niveau d'utilité est une fonction de la quantité du bien consommé. Ce bien peut être le thé, le nombre de verres de thé, le nombre de courses à moto, le nombre de tickets d'avion achetés, etc., etc. Et nous avons dit que si c'est l'utilité totale, c'est une fonction croissante, tandis que si c'est l'utilité marginale, ça va être une fonction décroissante. Et c'est ce que nous allons voir, que l'utilité totale est une fonction croissante. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous consommons plus la quantité d'un bien ou d'un service, notre satisfaction augmente, mais à un rythme décroissant, ce qui explique d'abord la croissance de l'utilité totale, tandis que l'utilité marginale est décroissante, comme on l'a dit, c'est-à-dire l'utilité qui est apportée par la consommation d'une unité supplémentaire, elle est décroissante parce que simplement, chaque unité consommée du bien apporte moins que l'unité précédente à l'utilité totale. Et cette décroissance, elle est mise en évidence mathématiquement par ces relations-là. Il faut que les dérivées premières soient nulles et les dérivées secondes soient en ce moment positives. Voilà, ok. Voilà, donc c'est sur ces points que nous mettons un point final à notre discussion d'aujourd'hui. Et j'espère qu'on va reprendre pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer sur le même thème, mais avec cette fois-ci les utilités, l'utilité cardinale, non, l'utilité ordinale.